Tu crois décider. Tu crois que certaines pensées viennent de toi. Tu crois que certaines habitudes sont simplement ta personnalité. Tu crois que certaines limites te définissent naturellement. Mais chez Baruch Spinoza, cette certitude commence déjà à se fissurer. Parce qu'avant même que tu choisisses, quelque chose agit déjà. Quelque chose t'oriente. Quelque chose prépare le terrain. Dans Éthique, Spinoza défend une idée radicale. Rien n'arrive sans cause. Rien. Pas seulement les grands événements. Pas seulement les mouvements visibles. Aussi, tes préférences, tes réactions, tes peurs, tes attirances, tes habitudes, tes jugements immédiats. Et c'est là que commence le déterminisme. Spinoza dit très clairement, dans la nature, il n'y a rien de contingent. Autrement dit, rien n'arrive par hasard. Quand quelque chose apparaît dans ton esprit, une idée, une impulsion, une émotion, cela ne surgit pas de nulle part. Il y a toujours une chaîne, une cause, puis une autre encore. Et cette chaîne ne commence pas avec toi. Voilà le point décisif. Tu nais dans un monde déjà organisé. Avant même de penser, tu es déjà plongé dans une langue, des gestes, des rythmes, des peurs collectives, des attentes, des modèles de réussite, des manières de juger ce qui vaut ou non. Tu n'inventes pas cela. Tu l'absorbes. Et tu l'absorbes avant même d'avoir la capacité de le discuter. C'est ça la profondeur du problème. Très tôt, ton environnement ne t'enseigne pas seulement des informations. Il fabrique un certain type d'évidence. Ce qui est normal, ce qui est honteux, ce qui est ambitieux, ce qui est réaliste, ce qui est impossible. Et plus cette évidence entre tôt en toi, plus elle te paraît naturelle. Tu ne la vois même plus comme une influence. Tu l'appelles la réalité. Exemple très concret. Deux enfants grandissent dans deux milieux différents. Le premier entend depuis toujours. Fais attention. Ne prends pas de risques. Reste à ta place. Le monde est dangereux. Le second entend. Essaie. Tu peux apprendre. Tomber n'est pas grave. Cherche plus loin. Des années plus tard, les deux deviennent adultes. Le premier hésite. Le second tente. Et chacun dit. C'est mon caractère. Spinoza dirait, non, pas seulement. Il y a là des causes, des milliers de micro-causes, des phrases répétées, des regards, des récompenses, des peurs transmises. Et toutes ces causes ont lentement modelé la manière d'anticiper le monde. Encore plus concret, tu peux croire que tu es naturellement prudent. Mais il est possible que ton esprit ait simplement appris très tôt que l'erreur coûte cher. Tu peux croire que tu manques d'ambition. Mais il est possible que ton environnement ait rendu certaines ambitions invisibles ou impensables. Tu peux croire que tu n'es pas fait pour ça. Mais il est possible que cette phrase soit l'aboutissement d'un conditionnement long et silencieux. Spinoza n'utilise pas le mot programmation comme on le dirait aujourd'hui. Mais sa logique est encore plus radicale. Chaque mode d'être suit des causes. Et ton environnement fait partie de ces causes. Pas comme un détail secondaire. Comme une force structurante. Encore un point très précis. Ton environnement ne décide pas seulement ce que tu penses. Il décide aussi ce qui attire ton attention. Et cela change tout. Parce que ce que tu ne vois pas, tu ne peux même pas le désirer. Exemple simple. Si personne autour de toi n'incarne une possibilité, cette possibilité reste faible dans ton esprit. Pas forcément impossible, mais peu réelle. Elle n'a pas de poids affectif. Et ce qui n'a pas de poids affectif n'oriente pas fortement ton conatus. Spinoza dirait, tu n'es pas seulement déterminé par ce qui t'est imposé. Tu es aussi déterminé par ce qui n'entre jamais dans ton champ d'expérience. C'est immense. Ton horizon n'est pas neutre. Il est fabriqué. Et ton désir se forme à l'intérieur de cet horizon. Encore plus concret. Pourquoi certaines personnes changent de vie plus facilement que d'autres? Pas seulement à cause du courage, mais à cause du monde intérieur déjà formé. Si ton environnement t'a appris que le changement est une menace, chaque nouveauté portera déjà une charge négative. Si ton environnement t'a appris que l'erreur est humiliante, chaque tentative portera déjà une tension. Si ton environnement t'a appris que la stabilité vaut plus que l'élan, tu ressentiras le mouvement comme une perte. Et souvent, tu ne verras pas ce mécanisme. Tu diras simplement « Je n'y arrive pas ». Mais Spinoza demanderait «
Quelles causes ont rendu ce mouvement si difficile pour toi? Encore un exemple très direct. Tu veux changer une habitude. Tu décides. Tu promets. Tu commences. Puis quelque chose te ramène. Pourquoi? Parce qu'une habitude n'est pas seulement un acte répété. C'est un réseau d'associations. Un lieu. Une heure. Une émotion. Un rythme. Une familiarité. Et ce réseau appartient à ton environnement autant qu'à toi. Changer, ce n'est donc pas seulement décider autrement. C'est affronter un système de causes déjà stabilisé. Et c'est pour cela que le changement fatigue autant. Pas parce que tu manques forcément de volonté, mais parce que tu luttes contre un agencement entier. Spinoza est très clair sur ce point. Une chose persévère dans son être. C'est le conatus. Et cela vaut aussi pour les structures de ta vie. Tes habitudes veulent se maintenir. Ton milieu veut se maintenir. Tes réflexes veulent se maintenir. Tes schémas de perception veulent se maintenir. Pas consciemment, mais causalement. Encore plus concret. Tu peux décider d'être différent. Mais si tu restes plongé dans le même environnement, les mêmes rythmes, les mêmes stimuli, les mêmes discours, les mêmes comparaisons, les mêmes affects, alors les mêmes causes produisent souvent les mêmes effets. Et là, la philosophie de Spinoza devient presque brutale. Tu crois que tu changes par la seule décision intérieure. Mais tant que les causes restent largement identiques, le mouvement profond résiste. Encore un point très précis. Le milieu ne façonne pas seulement ce que tu fais. Il façonne ce que tu trouves pensable. Exemple. Certaines personnes ne se disent même pas « je vais essayer ». Pourquoi? Pas parce qu'elles ont analysé toutes les possibilités, mais parce que, dans leur système intérieur, certaines trajectoires n'ont jamais reçu de réalité suffisante. Elles existent abstraitement, mais pas affectivement. Et chez Spinoza, ce qui n'affecte pas, ne meut pas. Voilà pourquoi deux personnes devant la même possibilité ne ressentent pas la même impulsion. L'une voit un passage, l'autre voit du vide. L'une sent un appel, l'autre ne sent rien. Et chacune croit que cette différence vient simplement d'elle-même. Mais derrière cette impression, il y a des causes. Encore, toujours, des milieux, des histoires, des répétitions, des façons d'avoir été touchées par le monde. Et pendant que tu crois décider librement de la direction de ta vie, il se peut qu'une partie immense de ce que tu ressens possible, désirable, dangereux, naturel ou impensable, ait déjà été lentement installée en toi par ton environnement, bien avant que tu appelles cela « moi ». Parce que chez Baruch Spinoza, le déterminisme ne signifie pas seulement que ton environnement t'influence. Il signifie quelque chose de plus radical. Ton environnement participe à la manière même dont ton esprit enchaîne les idées. Dans Éthique, Spinoza montre qu'une idée n'apparaît pas isolément. Une idée appelle une autre idée. Un affect appelle un autre affect. Une habitude de perception appelle une habitude de réaction. Autrement dit, tu ne réagis pas seulement à ce qui arrive. Tu réagis aussi selon la manière dont ton esprit a appris à relier ce qui arrive. Exemple très concret. Deux personnes reçoivent la même critique. Même phrase, même ton, même situation. La première entend « je peux corriger ». La seconde entend « je ne suis pas à la hauteur ». Pourquoi cette différence? Pas parce que la réalité extérieure est différente, mais parce que l'enchaînement intérieur ne l'est pas. Chez l'un, critique apprentissage. Chez l'autre, critique menace. Et cet enchaînement ne tombe pas du ciel. Il s'est formé par répétition, par expériences antérieures, par environnement affectif. Encore plus précis, si, très tôt, erreur et humiliation ont été liées dans ton expérience, alors plus tard, l'erreur ne sera pas neutre. Elle réveillera immédiatement. Tension, protection, retrait. Et cela se produit souvent avant même que tu réfléchisses. Tu crois réagir à l'instant, mais ton esprit suit déjà un ancien chemin. Spinoza dirait « une chaîne causale déjà tracée ». Encore un exemple très concret. Quelqu'un te parle sèchement. Immédiatement, tu ressens quelque chose. Mais ce ressenti dépend de ce que cette scène réactive. Pour certains, simple contrariété. Pour d'autres, sentiment d'être rabaissé. Pour d'autres encore, urgence de se défendre. Le stimulus est identique. L'effet varie. Pourquoi? Parce que l'environnement passé a organisé des associations différentes. Et ces associations sont devenues rapides, presque automatiques. Encore un point très important. Ton environnement n'agit pas seulement par ce qu'il te dit.
Il agit aussi par ce qu'il répète. La répétition est une force immense chez Spinoza. Ce qui revient souvent s'inscrit profondément. Exemple simple. Si, pendant des années, tu vis dans un climat où domine la méfiance, le manque, l'anticipation du pire, alors ton esprit apprend à scanner le réel d'une certaine manière. Il repère d'abord le risque, l'insuffisance, ce qui peut mal tourner. Ce n'est pas forcément un choix conscient. C'est un réglage. Et ce réglage devient ta normalité. Encore plus concret. Tu peux entrer dans une situation neutre et percevoir déjà une menace. Pourquoi? Parce que ton environnement a entraîné ton attention. Et ce que ton attention repère en premier modifie ensuite ton affect. Et ton affect modifie ton jugement. Et ton jugement oriente ton action. Voilà la chaîne. Spinoza te force à la voir. Encore un mécanisme très précis. Ton milieu te donne aussi un certain rapport au temps. Cela paraît discret. Mais c'est immense. Certaines personnes grandissent dans un monde intérieur où l'avenir est imaginable. D'autres grandissent dans un monde intérieur où l'urgence du présent domine tout. Conséquence directe. Quand tu vis intérieurement dans l'urgence, tu choisis souvent ce qui soulage maintenant, pas forcément ce qui construit plus tard. Et ce choix peut te paraître être toi. Mais il peut être le produit d'une adaptation. Encore un exemple concret. Quelqu'un a appris tôt que l'incertitude est dangereuse. Alors il peut préférer le connu à l'inconnu, le petit certain au grand possible, la répétition à l'ouverture. Pas forcément par manque d'intelligence, mais parce que son système affectif associe l'inconnu à une baisse de puissance. Spinoza dirait, l'idée d'un futur incertain s'accompagne de tristesse ou de crainte. Et cette affectivité oriente le choix. Encore plus précis, ton environnement façonne même ce que tu crois mériter. C'est capital. Tu peux avoir une possibilité devant toi. Mais si, profondément, ton monde intérieur a intégré, ce n'est pas pour moi. Alors quelque chose freine. Pas nécessairement un refus clair. Un ralentissement. Une hésitation. Une autoréduction. Et cette autoréduction est souvent invisible. Tu l'appelles prudence, réalisme, lucidité. Mais Spinoza demanderait, quelles causes ont donné à cette limite la forme d'une vérité intérieure? Encore un exemple très concret. Tu entres dans un lieu où certaines personnes semblent naturellement à leur place. Toi, tu te contractes. Pourquoi? Pas forcément parce qu'il y a un danger réel, mais parce que ton environnement a lié certains espaces à certaines positions de valeur. Et ton corps le sait avant ton discours. Il parle par la retenue, la gêne, la tension silencieuse. Chez Spinoza, le corps garde les traces des affections. Et l'esprit suit souvent ce que le corps a déjà appris. Encore un point très précis. Changer de vie devient difficile pour une raison profonde. Le changement ne touche pas seulement tes actes. Il touche l'ensemble des associations qui soutiennent ton monde intérieur. Exemple, tu veux devenir plus libre. Mais la liberté n'est pas seulement une idée. Elle implique de rompre avec des rythmes familiers, des validations connues, des peurs stabilisées, des appartenances implicites. Et cela crée un conflit, car une partie de toi veut le nouveau, mais une autre partie reste accordée à l'ancien système de cause. C'est là que beaucoup se jugent mal. Ils pensent, si je voulais vraiment, je le ferais. Spinoza dirait, ce n'est pas si simple, car vouloir ne suffit pas toujours quand tout un agencement continue à produire les anciens affects. Encore plus concret, tu peux décider de penser autrement. Mais si chaque jour tu baignes dans les mêmes récits, les mêmes réactions, les mêmes peurs collectives, les mêmes limites répétées, alors ces causes continuent leur travail. Elles ne disparaissent pas parce que tu as eu une prise de conscience. Et voilà une idée très spinoziste. Comprendre une cause ne suffit pas toujours immédiatement à annuler sa force. Pourquoi? Parce qu'une habitude affective est incarnée. Elle vit dans les réflexes, dans les attentes, dans les anticipations silencieuses. Encore un exemple très direct. Tu peux comprendre intellectuellement qu'un échec ne te définit pas. Mais si ton environnement ancien a lié échec et humiliation, ton corps réagira souvent avant ta philosophie. Tu sentiras le retrait, la crispation, l'envie de fuir. Et ce décalage est fondamental, parce que beaucoup confondent comprendre et être déjà transformé. Spinoza, lui, distingue. L'idée claire est un commencement. Mais l'ancien enchaînement garde souvent une inertie.
Encore plus précis. Ton environnement ne vit pas seulement autour de toi. Il continue souvent en toi, sous forme de voix intérieures, seuils implicites, réflexes de comparaison, scénarios automatiques. Tu as quitté certains lieux, mais certains lieux ne t'ont pas quitté. Et pendant que tu crois choisir ce qui te paraît raisonnable, possible ou prudent, il se peut que ton esprit soit encore en train de suivre des lignes anciennes, de rejouer des associations répétées, de préserver des équilibres affectifs appris très tôt, jusqu'à transformer des déterminations héritées en ce que tu appelles aujourd'hui ta manière naturelle d'être au monde. Parce que chez Baruch Spinoza, l'environnement ne t'influence pas seulement par de grandes idées, il agit surtout par des détails répétés. Et ce sont souvent les détails qui deviennent les causes les plus profondes. Dans Éthique, Spinoza ne sépare jamais vraiment l'esprit du corps. Quand quelque chose se répète autour de toi, ton esprit l'enregistre. Mais ton corps aussi. Et cela est capital. Parce qu'un milieu ne forme pas seulement des opinions. Il forme des réflexes. Exemple très concret. Si, pendant longtemps, tu as vécu dans un environnement où il fallait toujours anticiper, toujours surveiller, toujours faire attention, alors ton corps apprend une certaine posture, une vigilance permanente. Et cette vigilance devient normale. Tu ne dis pas « je suis sous tension ». Tu dis « je suis comme ça ». Mais Spinoza dirait « non, ce n'est pas seulement ton essence. C'est aussi une manière d'avoir été affecté. » Encore plus précis. Le corps apprend avant même que l'esprit formule. Tu peux entrer quelque part et ressentir immédiatement retenue, malaise, prudence, contraction, sans savoir pourquoi. Puis ton esprit vient après. Il raconte, il explique, il justifie. Mais l'affect était déjà là. Et cet affect n'est pas tombé du ciel. Il a été construit. Encore un exemple très concret. Imagine quelqu'un qui, pendant des années, a associé prise de parole et exposition douloureuse. Chaque fois qu'il parlait, on se moquait, on coupait, on corrigeait durement, on rabaissait. Des années plus tard, il veut s'exprimer. Il a des idées. Il a envie. Il a même compris intellectuellement qu'il en est capable. Mais au moment d'ouvrir la bouche, le corps se ferme, la gorge se serre, le souffle change, le rythme intérieur se dérègle. Et souvent, cette personne pense « je manque de confiance ». Spinoza dirait quelque chose de plus précis. Le corps suit encore une ancienne chaîne d'affection. Et l'esprit appelle cela à moi. Encore un point très important. L'environnement agit aussi par le rythme. On parle rarement de cela. Mais c'est fondamental. Ton milieu t'apprend une certaine vitesse de vie. Certains environnements produisent précipitation, urgence, fragmentation. D'autres produisent stabilité, continuité, respiration mentale. Et cette différence change profondément la manière dont tu penses. Exemple concret. Quand ton esprit vit constamment dans l'urgence, il devient plus difficile de contempler, élaborer, prendre du recul, construire lentement. Pas forcément parce que tu en es incapable, mais parce que le rythme extérieur devient un rythme intérieur. Et ce rythme intérieur conditionne le type de pensée possible. Encore plus précis, Spinoza verrait ici une chose simple. Une pensée claire a besoin d'un certain ordre. Or, certains environnements installent le désordre affectif. Trop de sollicitations, trop de tensions, trop de ruptures. Conséquence, l'esprit devient plus réactif que libre. Il saute, il répond, il absorbe, il anticipe, mais il ne gouverne pas encore. Encore un exemple très concret. Tu veux changer, tu lis, tu comprends, tu décides, mais tu reviens chaque jour dans le même environnement affectif, les mêmes conversations, les mêmes inquiétudes, les mêmes modèles, les mêmes fatigues. Alors quelque chose se passe. La nouvelle idée reste fragile. L'ancien monde, lui, est massif. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Ils croient avoir échoué. Mais souvent, ils ont simplement sous-estimé la puissance du milieu. Spinoza dirait, une idée faible ne renverse pas immédiatement un système d'affection consolidé. Encore plus direct. Pourquoi certaines prises de conscience changent si peu la vie réelle? Parce qu'une idée comprise n'est pas encore une puissance dominante. Pour devenir puissance, elle doit s'inscrire, se répéter, se lier à de nouveaux affects, se stabiliser. Sinon, l'ancien réseau reprend. Exemple simple. Tu comprends qu'un certain rapport à toi-même te limite. Tu le vois clairement.
Mais le lendemain, une situation familière revient. Et instantanément, le même doute, la même posture, la même réduction intérieure. Pourquoi? Parce que la compréhension était récente. Et l'ancien enchaînement était ancien, corporel, répété. Encore un point très concret. L'environnement agit aussi par ce qu'il récompense. C'est essentiel. Tu apprends très tôt ce qui apporte approbation, paix, sécurité, appartenance. Et tu apprends aussi ce qui coûte rejet, tension, isolement, honte. Peu à peu, ton comportement s'ajuste. Pas toujours consciemment. Affectivement. Exemple. Si montrer une ambition forte t'a souvent exposé à la critique, alors une partie de toi peut apprendre à se réduire. Pas parce que tu manques de capacité, mais parce que l'expansion s'est associée à une douleur. Spinoza dirait, l'idée de cette expansion s'accompagne désormais d'un affect triste. Et cet affect freine le mouvement. Encore plus précis. Tu peux alors croire que tu n'aimes pas certaines choses. Mais parfois, tu n'as pas appris à les aimer librement. Tu as appris à les éviter. Et l'évitement répété finit par ressembler à une préférence. C'est là que l'environnement devient presque invisible. Parce qu'il ne t'oblige plus. Il a déjà modelé le champ des possibles en toi. Encore un exemple très direct. Tu peux penser, ce genre de vie n'est pas pour moi. Mais d'où vient exactement cette phrase? D'une analyse lucide ou d'un long enchaînement de signaux qui ont peu à peu associé certaines trajectoires à l'étrangeté, le danger, la non-légitimité, l'impression de ne pas être à sa place. Et cela peut devenir si profond que tu n'appelles plus cela une influence. Tu appelles cela ton identité. Encore un point très fin. Le milieu agit aussi par les personnes qu'il rend visibles. Qui vois-tu comme modèle? Qui vois-tu comme possible? Qui vois-tu comme normal? Cela paraît simple, mais c'est immense. Car ce que tu vois souvent devient pensable. Ce que tu ne vois jamais reste abstrait. Et ce qui reste abstrait a peu de force affective. Donc peu de force motrice. Spinoza dirait, l'idée qui n'affecte pas ne meut pas. Encore plus concret. Si, autour de toi, personne n'incarne une certaine liberté, cette liberté peut exister intellectuellement, dans ton esprit, sans devenir une impulsion réelle. Tu peux savoir qu'elle existe, mais tu ne la sens pas encore comme vivante. Et sans cette intensité affective, le passage à l'acte reste faible. Voilà pourquoi changer de vie est si difficile. Pas seulement parce qu'il faut du courage, mais parce qu'il faut souvent modifier tout un climat intérieur. Un climat fait de rythme, association, tension, récompense ancienne, cartes implicites du possible. Et pendant que tu crois parfois manquer de volonté ou de force, il se peut qu'une partie beaucoup plus profonde de toi soit encore réglée par des répétitions anciennes, des rythmes incorporés, des affects stabilisés, des permissions jamais reçues, qui continuent silencieusement à définir ce qui te paraît naturel, prudent, réaliste ou accessible, bien avant que tu formules consciemment un choix. Parce que chez Baruch Spinoza, il faut être encore plus rigoureux. Dire que l'environnement te détermine ne signifie pas simplement qu'il te donne des habitudes. Cela signifie qu'il participe à la production même de ce que tu ressens comme possible. Dans Éthique, Spinoza montre que chaque chose s'efforce de persévérer dans son être. C'est le conatus. Mais ce conatus ne se déploie jamais dans le vide. Il agit toujours à travers un certain monde de rencontres. Et ce monde de rencontres modifie continuellement ta puissance d'agir. Voilà le point exact. Ton environnement n'est pas seulement ce qu'il y a autour de toi. Il est ce qui, jour après jour, augmente ou diminue ta puissance. Et cette variation de puissance change ta manière de penser. Exemple très concret. Tu te réveilles dans un environnement où domine tension, pression, instabilité, anticipation constante. Que se passe-t-il? Ton esprit ne commence pas la journée à partir de zéro. Il commence déjà sous un certain affect. Et cet affect oriente immédiatement ce que tu remarques, ce que tu interprètes, ce que tu évites, ce que tu oses. Spinoza dirait, l'affection du corps modifie la puissance d'agir et l'esprit en forme l'idée correspondante. Autrement dit, ton rapport au monde est déjà coloré avant même ta première décision consciente. Encore plus précis, quand ta puissance diminue souvent, certaines possibilités cessent d'avoir une force réelle. Elles existent encore intellectuellement, mais elles cessent de mouvoir. Exemple simple, tu sais qu'il serait bon d'apprendre, de recommencer, de créer,
de parler, d'oser. Tu le sais. Mais quelque chose ne suit pas. Pourquoi? Parce qu'une idée vraie n'agit pas toujours avec la même intensité qu'une idée fortement affective. Et un environnement de fatigue, de pression ou de réduction produit souvent des affects plus puissants que de simples raisonnements. Spinoza est très clair là-dessus. Ce n'est pas la vérité abstraite qui l'emporte automatiquement. C'est souvent l'affect le plus fort. Encore un exemple très concret. Tu veux changer, mais chaque jour, ton environnement répète silencieusement. Prudence, limitation, adaptation, méfiance. Alors, même si une partie de toi veut autre chose, une autre partie reçoit chaque jour des affects contraires. Et ces affects contraires ont une force de répétition. Voilà pourquoi l'ancien tient. Pas seulement par inertie mentale, par alimentation quotidienne. Encore un point très précis. Chez Spinoza, un affect ne disparaît pas parce qu'on l'a compris. Il est souvent combattu par un affect contraire plus fort. C'est capital. Tu peux comprendre que la peur te limite. Mais comprendre n'annule pas encore la peur. Pour qu'elle perde réellement sa domination, il faut qu'autre chose gagne en puissance. Autre chose de vécu. Pas seulement de pensée. Exemple concret. Tu as peur de prendre la parole. Tu comprends l'origine de cette peur. Très bien. Mais si ton environnement continue de produire tension, jugement anticipé, exposition menaçante, alors la peur garde sa force. Pourquoi? Parce qu'elle continue d'être nourrie. Spinoza dirait, la chaîne causale continue d'agir. Encore plus précis. Voilà pourquoi certaines personnes changent seulement quand leur environnement change. Pas uniquement parce qu'elles ont pris une décision, mais parce que de nouvelles rencontres produisent de nouveaux affects. Et ces nouveaux affects modifient peu à peu la structure intérieure. Exemple très simple. Quelqu'un a toujours vécu dans un milieu où l'erreur était punie. Puis il rencontre un autre espace. Un espace où l'erreur devient apprentissage. Étape normale. Matière de progression. Ce n'est pas une simple idée nouvelle. C'est une nouvelle expérience affective. Et cette expérience commence à déplacer l'ancien enchaînement. Là, quelque chose peut vraiment bouger. Encore un point extrêmement concret. Pourquoi est-il si difficile de penser grand dans certains environnements? Parce que l'imagination dépend aussi de la puissance disponible. Quand ton esprit est constamment occupé à se protéger, éviter la chute, maintenir l'équilibre immédiat, il lui reste moins de puissance pour explorer, projeter, élaborer longuement. Ce n'est pas un manque de valeur. C'est un certain régime affectif. Spinoza serait très précis ici. Un esprit fréquemment affecté par la tristesse est plus facilement retenu. Et chez lui, la tristesse n'est pas seulement le chagrin. C'est toute diminution de puissance, fatigue chronique, tension répétée, sentiment d'étroitesse, contraction intérieure. Tout cela compte, et cela change concrètement ce qui devient faisable. Encore un exemple direct. Tu peux avoir du talent, tu peux avoir de l'intelligence, tu peux même avoir une vision. Mais si ton environnement te maintient durablement dans une logique de survie, alors une grande partie de ton énergie sert d'abord à tenir, pas à déployer. Et beaucoup de gens interprètent mal cela. Ils disent « Je manque de discipline ». Spinoza poserait une autre question. Quel type d'affect gouverne ton existence quotidienne? Car c'est cela qui décide beaucoup plus qu'on ne le croit. Encore plus précis. Ton environnement décide aussi quelle partie de toi reçoive de la force. Si un milieu valorise surtout conformité, discrétion, répétition, sécurité, alors certaines capacités en toi reçoivent peu de nourriture. Pas forcément parce qu'elles n'existent pas, mais parce qu'elles rencontrent peu de conditions favorables. Exemple, l'audace peut exister en toi, mais si chaque manifestation d'audace rencontre ironie, refroidissement, doute collectif, retrait de soutien, alors cette puissance reste faible, pas morte, mais peu activée. Spinoza dirait, la puissance d'un être dépend aussi des rencontres qui la composent. Voilà pourquoi le milieu est si décisif. Il ne crée pas toute ton essence, mais il favorise certaines puissances et en étouffe d'autres. Encore un point très fin. Avec le temps, l'environnement peut devenir une seconde nature. C'est là que la détermination devient difficile à voir. Ce qui était acquis te paraît inné. Ce qui était appris te paraît spontané. Ce qui était répété te paraît être toi. Exemple très concret. Tu crois être naturellement réservé. Peut-être.
Mais il est aussi possible que la réserve soit devenue la forme stable d'un long ajustement. Un ajustement à certains rapports de force, certaines attentes, certaines sanctions affectives. Et parce que cet ajustement dure depuis longtemps, il prend le visage de l'identité. Encore plus direct, tu peux dire « Je suis comme ça ». Et Spinoza pourrait te répondre « Peut-être, mais regarde encore les causes. Parce qu'au moment même où tu crois simplement exprimer ta nature, il se peut que tu sois encore en train de prolonger des rapports anciens, de maintenir des équilibres appris, de suivre des affects stabilisés par des milliers de répétitions, jusqu'à ce que ce qui fut d'abord adaptation silencieuse devienne en toi l'évidence intime de ce que tu crois être naturellement. Parce que chez Baruch Spinoza, il y a une conséquence encore plus profonde. Ton environnement ne détermine pas seulement ce que tu fais. Il détermine aussi ce que tu ressens comme supportable. C'est un point très précis de la logique de éthique. Chaque être cherche naturellement à conserver un certain équilibre de puissance. Même si cet équilibre est imparfait. Même s'il est étroit. Même s'il le limite. Pourquoi ? Parce qu'il est connu. Et ce qui est connu produit souvent moins d'incertitude que ce qui est nouveau. Voilà pourquoi certaines personnes restent longtemps dans des situations qui les diminuent. Pas nécessairement parce qu'elles aiment souffrir, mais parce que leur système intérieur a appris à rendre cette forme de tension familière. Encore plus concret, tu peux vivre longtemps dans un climat de pression, exigence, retenue, autosurveillance, et ce climat finit par devenir ton point de référence. Alors, chose étrange, le calme lui-même peut devenir déstabilisant. Pourquoi ? Parce que le corps s'était accordé à une autre fréquence. Et quand cette fréquence disparaît, il ressent un vide inhabituel. Spinoza dirait, le corps suit les traces de ses affections passées. Encore un exemple très concret. Quelqu'un a vécu longtemps dans un environnement où il fallait toujours prouver sa valeur. Alors cette personne continue souvent à fonctionner comme si la preuve était toujours nécessaire. Même quand personne ne la demande. Même quand la situation a changé. Même quand l'espace est devenu plus libre. Pourquoi ? Parce que l'ancien affect continue à organiser le présent. Ce n'est pas seulement une idée. C'est une structure d'anticipation. Encore plus précis. L'environnement fabrique des seuils. Des seuils de tolérance. Des seuils d'ambition. Des seuils d'acceptabilité. Exemple. Si, depuis longtemps, tu as appris à vivre avec une certaine frustration, alors cette frustration peut devenir normale. Tu ne l'appelles même plus frustration. Tu l'appelles la vie. Et c'est là que le déterminisme devient presque invisible, parce qu'il ne se présente pas comme une contrainte. Il se présente comme une évidence. Encore un point très fin. Le milieu t'apprend aussi ce qui mérite ton énergie. Et cela change énormément de choses. Si ton environnement t'a appris que certaines luttes ne servent à rien, alors ton conatus peut cesser d'investir dans certaines directions. Pas parce que tu as démontré leur impossibilité, mais parce qu'effectivement, elles ont perdu leur charge. Exemple concret. Tu peux entendre 1000 fois qu'il faut essayer. Mais si ton histoire a souvent associé l'effort à l'échec, la fatigue inutile, la non-reconnaissance, alors le simple mot « essayer » ne porte pas la même énergie. Chez certains, il évoque l'élan. Chez d'autres, il évoque déjà l'usure. Spinoza dirait « L'idée est la même, mais l'affect qui l'accompagne ne l'est pas. Et c'est cet affect qui fait la différence. » Encore plus précis. Ton environnement façonne aussi ce que tu ressens comme trop. C'est capital. Pour certains, parler franchement est normal. Pour d'autres, c'est déjà une exposition excessive. Pour certains, viser haut est naturel. Pour d'autres, c'est déjà trop vouloir. Pour certains, se montrer est simple. Pour d'autres, c'est presque une transgression. Pourquoi ? Parce que l'environnement a dessiné les contours du permis. Et quand tu approches la limite, le corps réagit. Pas toujours avec une pensée claire. Avec une légère tension. Une retenue. Un recul presque imperceptible. Et cette micro-réaction peut suffire à orienter toute une vie. Encore un exemple très concret. Tu peux être devant une opportunité réelle. Objectivement accessible. Mais au moment d'avancer, quelque chose te freine. Pas forcément une peur spectaculaire. Juste une impression subtile. Ce n'est peut-être pas pour moi. Cette phrase paraît intime, personnelle, mais souvent, elle condense des années d'ajustement. Des années à apprendre où est ta place. Spinoza demanderait alors,
Cette limite vient-elle de la nature des choses ou de la manière dont tu as été affecté par elles? Encore un mécanisme très précis. Le milieu n'impose pas seulement des contenus. Il impose aussi des intensités. Dans certains environnements, tout est vécu fortement. Le regard des autres pèse beaucoup. L'erreur pèse beaucoup. Le jugement pèse beaucoup. Le décalage pèse beaucoup. Dans d'autres, ces mêmes éléments ont moins de charge. Et cette différence change radicalement la liberté vécue. Car ce n'est pas la même chose de vivre dans un monde où chaque écart est lourd, ou dans un monde où l'écart reste léger. Encore plus concret, tu peux intellectuellement savoir qu'un regard ne devrait pas te déterminer. Mais si ton environnement ancien a donné au regard une valeur affective énorme, alors ce regard continue à te toucher. Et il te touche avant que ton raisonnement n'arrive. Voilà ce que Spinoza veut faire voir. L'idée claire vient souvent après l'affect. Et si l'affect est ancien, répété, stabilisé, il garde longtemps sa force. Encore un point très important. Pourquoi certaines personnes reviennent-elles souvent vers les mêmes situations qui les limitent? Pas seulement par manque de lucidité, mais parce que le familier rassure même lorsqu'il réduit. Le connu possède une forme de cohérence affective. Le nouveau, lui, exige une réorganisation. Et cette réorganisation coûte. Exemple direct. Changer de vie ne signifie pas seulement obtenir autre chose. Cela signifie souvent perdre des repères anciens, des modes de validation connus, des rythmes intégrés, des équilibres affectifs familiers. Et même quand ces équilibres étaient étroits, ils étaient stables. Spinoza dirait, tout être persévère dans son mode d'être, même lorsqu'il aspire confusément à autre chose. Encore plus précis, tu peux donc vouloir le changement, tout en résistant intérieurement à ce qu'il exige. Pas parce que tu es contradictoire par nature, mais parce que plusieurs chaînes causales agissent en toi en même temps. Une partie cherche l'expansion, une autre protège l'équilibre ancien. Et tant que tu ne vois pas clairement cette lutte, tu risques d'interpréter ta résistance comme une faiblesse personnelle, alors qu'elle est souvent le signe beaucoup plus profond d'un monde ancien qui continue d'habiter ton corps, ton attention, tes seuils, tes anticipations et tes réactions silencieuses, au point de te faire ressentir comme naturel ce qui fut longtemps seulement familier, et comme excessif ce qui pourrait pourtant agrandir ta puissance d'exister. Parce que chez Baruch Spinoza, il faut encore préciser quelque chose d'essentiel. Ton environnement ne décide pas seulement ce que tu ressens. Il décide aussi ce que tu remarques en premier. Et cela paraît discret. Mais c'est immense. Dans Éthique, Spinoza montre qu'un esprit n'embrasse jamais le réel dans sa totalité. Il est affecté partiellement. Il saisit certains aspects. Pas tous. Autrement dit, tu ne vois jamais le monde tel qu'il est. Tu le vois à travers les chemins déjà tracés de ton attention. Et ces chemins sont eux-mêmes formés par répétition, par affect, par environnement. Exemple très concret. Deux personnes entrent dans la même pièce. L'une remarque immédiatement les possibilités, l'espace, ce qui peut commencer. L'autre remarque immédiatement les risques, les regards, ce qui pourrait mal tourner. La pièce est identique, mais l'attention ne l'est pas. Et l'attention change déjà le monde vécu. Encore plus précis. Ce que tu remarques en premier produit un premier affect. Et ce premier affect influence le reste. Exemple simple. Si ton regard repère d'abord la menace, ton corps se prépare. Si ton regard repère d'abord l'ouverture, ton corps s'élargit. Et cette différence apparaît avant même toute réflexion construite. Spinoza dirait, l'ordre des affections précède souvent l'ordre du raisonnement. Encore un exemple très concret. Tu commences un projet. Mais quelle est la première chose que ton esprit saisit? Chez certains, la possibilité. Chez d'autres, la difficulté. Chez d'autres encore, le jugement potentiel des autres. Cette première saisie est décisive. Pourquoi? Parce qu'elle donne la tonalité affective initiale. Et cette tonalité oriente la suite. Encore plus précis. L'environnement entraîne ton esprit à détecter certaines choses plus vite que d'autres. Si, pendant longtemps, ton monde t'a appris qu'il faut se protéger, alors ton attention devient experte en détection du danger. Tu vois rapidement la faille, l'ambiguïté, le risque caché. Et cette compétence peut être utile, mais elle a un coût. Elle peut rendre moins visible l'ouverture, la chance, l'élan possible. Spinoza ne dirait pas que tu te trompes entièrement. Il dirait, tu es affecté d'une certaine manière.
Et cette manière distribue le visible. Encore un point très concret. L'environnement décide aussi quelles nuances deviennent sensibles pour toi. Exemple. Quelqu'un qui a longtemps vécu dans un climat de tension devient très sensible aux microsignaux. Un silence, un changement de ton, un regard bref. Son esprit les capte immédiatement. Pourquoi? Parce qu'il a appris que ces détails peuvent annoncer quelque chose. Et cette sensibilité devient rapide, presque automatique, encore plus précis. Tu peux alors vivre dans un monde où beaucoup de choses ont du poids. Pas forcément parce qu'elles sont objectivement lourdes, mais parce qu'elles activent un système d'anticipation ancien. Et là encore, le corps agit avant l'analyse. Tu ressens, puis tu expliques. Spinoza insiste constamment sur cela. L'homme se croit souvent libre parce qu'il connaît ses actions, mais ignore les causes qui le déterminent. Ici, c'est exactement cela. Tu crois parfois simplement sentir. Mais ce sentir suit souvent une histoire. Encore un exemple très concret. Tu reçois un message bref. Certaines personnes n'y voient rien de spécial. D'autres y lisent immédiatement. Une distance, une froideur, un retrait. Pourquoi? Parce que le même signe tombe dans des systèmes d'association différents. Et ces associations ont été formées par des expériences répétées. Encore plus précis. Ton environnement t'apprend aussi ce qui mérite une interprétation. C'est essentiel. Dans certains milieux, beaucoup de choses sont vite interprétées comme significatives. Dans d'autres, elles glissent. Exemple simple. Un oubli, un retard, un changement d'attitude. Pour certains, cela reste léger. Pour d'autres, cela devient immédiatement chargé. Et cette charge affective peut ensuite transformer tout le reste. Encore un point très fin. Ce que tu interprètes souvent finit par structurer ton identité. Si, pendant longtemps, ton attention a été entraînée à détecter le rejet, la non-reconnaissance, la mise à l'écart, alors tu peux finir par vivre dans un monde où ces dimensions prennent une place disproportionnée. Pas parce qu'elles sont partout, mais parce qu'elles sont devenues particulièrement visibles pour toi. Spinoza dirait, ce n'est pas le monde entier qui agit, c'est la manière dont tu es affecté par certaines parties du monde. Encore plus concret, voilà pourquoi changer de vie est aussi difficile. Changer ne signifie pas seulement faire autrement. Cela signifie parfois apprendre à remarquer autrement, apprendre à voir ce qui, jusque-là, restait faible, et apprendre à ne plus donner immédiatement toute la force aux mêmes signaux. Exemple, quelqu'un veut devenir plus libre, mais si son attention continue de saisir d'abord le risque, le jugement, la perte possible, alors la liberté restera affectivement coûteuse, même si intellectuellement elle paraît désirable. Encore plus précis, le changement profond demande donc souvent une transformation du régime d'attention. Pas seulement une nouvelle idée, une nouvelle manière d'être touché, une nouvelle manière de laisser certaines choses entrer dans le champ de la conscience avec plus de poids. Et cela prend du temps, parce que l'ancien regard a été longuement entraîné. Encore un exemple direct. Tu peux être entouré d'opportunités, et ne presque pas les sentir. Non parce qu'elles n'existent pas, mais parce que ton système perceptif a été réglé autrement. À l'inverse, tu peux être objectivement en sécurité, et continuer à ressentir le monde comme potentiellement menaçant. Voilà la précision spinoziste. Le monde extérieur n'agit jamais seul. Il agit à travers la manière dont ton organisme a appris à le découper, à le hiérarchiser, à lui donner du poids. Et pendant que tu crois parfois simplement observer la réalité telle qu'elle est, il se peut que ton attention soit déjà en train de sélectionner certains signes, d'amplifier certaines possibilités, de charger certaines nuances, d'ignorer silencieusement d'autres aspects. Selon des chemins affectifs anciens, qui continuent à dessiner pour toi ce qui paraît immédiatement visible, important, dangereux ou prometteur. Parce que chez Baruch Spinoza, il y a une conséquence encore plus concrète. Ton environnement ne façonne pas seulement ce que tu perçois. Il façonne ce que tu crois pouvoir supporter. Dans Éthique, Spinoza montre qu'un affect n'est pas simplement une émotion passagère. C'est une modification réelle de ta puissance d'agir. Quand une situation revient souvent, ton organisme apprend quelque chose de très précis. Il apprend jusqu'où aller, quand se retenir, quand se fermer, quand se protéger. Et cet apprentissage devient silencieux. Exemple très concret. Quelqu'un grandit dans un milieu où parler franchement entraîne souvent conflit, refroidissement, tension durable. Que se passe-t-il?
Peu à peu, le corps apprend qu'au-delà d'un certain degré d'expression, le coût augmente. Des années plus tard, cette personne veut être plus directe. Mais au moment précis où la parole devient plus nette, quelque chose freine. Pas forcément une pensée claire, plutôt une sensation diffuse. Là, c'est trop. Voilà le point. Le « trop » n'est pas toujours une vérité objective. C'est parfois une frontière affectivement apprise. Encore plus précis, l'environnement installe des seuils de supportabilité. Et ces seuils deviennent intérieurs. Pour certains, recevoir un refus est supportable. Pour d'autres, c'est immédiatement une forte contraction. Pour certains, être exposé est gérable. Pour d'autres, cela déclenche déjà un recul. Pour certains, l'incertitude est vivable. Pour d'autres, elle absorbe immédiatement beaucoup d'énergie. Pourquoi? Parce que le système affectif n'a pas été façonné de la même manière. Spinoza dirait, ce n'est pas l'objet seul qui compte. C'est le rapport entre l'objet et la puissance qu'il modifie. Encore un exemple très concret. Deux personnes traversent la même période d'instabilité. L'une reste mobile intérieurement. L'autre se sent très vite envahie. Pas nécessairement parce qu'elle est plus faible, mais parce que son histoire affective a donné à l'instabilité un poids différent. Et ce poids se manifeste immédiatement dans le corps. Le sommeil change, le souffle change, l'attention se rétrécit, la pensée tourne davantage. Et souvent, la personne dit « je gère mal ». Spinoza serait plus exact. Certaines configurations diminuent ta puissance plus fortement que chez d'autres. Encore plus précis, ton environnement te forme aussi à une certaine quantité d'intensité tolérable. C'est fondamental. Si, longtemps, tu as vécu dans un climat de forte charge affective, tu peux devenir extrêmement sensible à certaines variations. Un petit signe suffit. Un léger doute suffit. Un simple retard suffit. Et l'organisme réagit déjà. Pourquoi? Parce qu'il ne réagit pas seulement à l'instant présent. Il réagit à tout un passé condensé dans l'instant. Encore un point très concret. C'est aussi pour cela que certaines personnes se fatiguent plus vite que d'autres dans les mêmes situations. Pas forcément par fragilité abstraite, mais parce que certaines scènes activent davantage de chaînes anciennes. Exemple, une simple réunion. Pour l'un, c'est juste un moment de travail. Pour l'autre, cela réactive peut-être silencieusement le besoin d'être à la hauteur, la peur de mal dire, l'attention au jugement, la tension de devoir prouver. Extérieurement, c'est la même scène. Intérieurement, ce n'est pas du tout le même coup. Spinoza oblige à voir cette différence. Le même monde ne touche pas tout le monde avec la même intensité. Encore plus précis, ton environnement façonne aussi ce que tu ressens comme normalement difficile. C'est capital. Certaines personnes ont tellement intégré certains efforts qu'elles ne les remarquent presque plus. D'autres ont tellement intégré certaines contractions qu'elles les prennent pour la forme ordinaire de la vie. Exemple très concret. Tu peux vivre pendant des années avec un niveau constant de tension intérieure. Et ne plus l'appeler tension. Tu l'appelles être responsable, être adulte, être prudent. Mais peut-être qu'une partie de cette normalité est simplement un affect ancien devenu continu. Encore plus précis. Voilà pourquoi le changement peut sembler étrange, même quand il est meilleur. Parce qu'un état plus large, plus calme, plus libre, n'est pas toujours immédiatement reconnu comme naturel. Il peut d'abord paraître inhabituel, et l'inhabituel peut produire de l'inquiétude, même lorsqu'il a grandi. Spinoza dirait, le corps suit les habitudes de ses affections passées. Encore un exemple très direct. Quelqu'un a toujours vécu dans des relations où il fallait anticiper, lire les signes, prévoir les changements, se protéger subtilement. Puis cette personne rencontre enfin un espace plus simple, moins menaçant, plus stable. Et pourtant, au début, elle reste tendue. Pourquoi? Parce que l'ancien système continue de fonctionner. Il cherche encore des signaux. Il anticipe encore. Il scrute encore. Pas parce que le présent l'exige, mais parce que le passé a réglé la tension et la réaction. Encore un point très fin. L'environnement peut donc rendre certaines formes d'expansion affectivement coûteuses. Exemple, tu veux être plus visible, plus libre, plus affirmé. Mais si, dans ton histoire, expansion a souvent rimé avec exposition dangereuse, jalousie, critique, perte d'équilibre, alors grandir ne sera pas ressenti seulement comme un gain.
il portera aussi une charge. Et cette charge peut suffire à ralentir. C'est là que beaucoup se trompent sur eux-mêmes. Ils pensent manquer d'élan, alors qu'en réalité, une partie d'eux a appris qu'avancer pouvait coûter cher. Spinoza dirait, l'idée de l'expansion s'accompagne encore d'un affect mêlé. Et tant que cet affect n'est pas déplacé, le mouvement reste ambivalent. Encore plus précis, tu peux donc vouloir sincèrement autre chose, tout en ressentant corporellement une résistance très réelle. Pas parce que tu mens, pas parce que tu n'es pas cohérent, mais parce que plusieurs mémoires affectives coexistent. Une pousse, une autre freine. Et pendant que tu te juges parfois trop prudent, trop hésitant ou trop lent, il se peut qu'une partie beaucoup plus ancienne de ton organisme soit encore en train de mesurer le coût possible de chaque ouverture, de chaque parole plus nette, de chaque exposition plus grande. À partir de seuils appris autrefois, qui continuent silencieusement à décider de ce que tu ressens comme supportable, risqué ou excessif. Parce que chez Baruch Spinoza, il faut encore aller plus loin. Ton environnement ne décide pas seulement ce que tu peux supporter. Il décide aussi ce qui te paraît immédiatement crédible. C'est un point décisif dans la logique de éthique. Une idée n'entre pas en toi avec la même force selon le terrain affectif déjà installé. Autrement dit, deux personnes peuvent entendre exactement la même phrase, et elle n'aura pas du tout la même puissance. Exemple très concret. On dit à deux personnes, tu peux réellement changer. La première sent une ouverture. La seconde entend presque une abstraction. Pourquoi? Pas parce que les mots changent, mais parce que la chaîne intérieure qui les reçoit n'est pas la même. Chez l'une, cette phrase rencontre déjà des expériences d'élargissement, des preuves vécues, des affects de possibilités. Chez l'autre, elle rencontre peut-être des répétitions de limites, des retours d'échecs, des affects de réduction. Et cela change tout. Spinoza serait très précis. Une idée n'agit pas seule. Elle agit avec l'affect qui l'accompagne. Encore plus concret, tu peux lire quelque chose de juste, profond, vrai. Et pourtant, cela ne te transforme pas. Pourquoi? Parce que la vérité comprise n'a pas encore assez de poids affectif pour déplacer les anciennes chaînes. Voilà pourquoi certaines paroles touchent, et d'autres glissent. Encore un exemple très direct. Quelqu'un entend. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur. Intellectuellement, il comprend. Mais au fond, quelque chose reste inchangé. Pourquoi? Parce que son environnement ancien a peut-être lié valeur et preuve pendant des années. Alors cette nouvelle idée reste légère. L'ancien affect, lui, est dense, répété, incarné, stabilisé, encore plus précis. Ton environnement décide donc aussi quelles idées te semblent réalistes. C'est immense. Certaines personnes entendent une possibilité et pensent « Oui, c'est exigeant, mais c'est possible ». D'autres entendent la même possibilité et pensent immédiatement « Ce n'est pas réaliste ». Cette différence paraît intellectuelle, mais elle est souvent affective avant d'être conceptuelle. Pourquoi? Parce que le mot réaliste cache souvent un rapport déjà appris au possible. Encore un exemple concret. Tu peux entendre parler d'une trajectoire nouvelle, et avant même de l'examiner vraiment, quelque chose en toi la classe déjà. Accessible, lointaine, absurde. Pas pour toi. Ce classement est rapide. Et souvent, il se fait avant l'analyse. Spinoza dirait, l'esprit suit déjà certaines liaisons d'idées produites par les affections antérieures. Encore plus précis, l'environnement agit aussi sur ce qui te paraît digne d'effort. C'est capital. Si ton monde t'a souvent appris que certains efforts ne donnent rien, alors certaines promesses perdent leur force motrice. Tu peux les comprendre, mais elles ne t'entraînent pas. Exemple très concret. On te dit, travaille sur le long terme. Chez certains, cela produit de l'élan. Chez d'autres, cela produit presque du vide. Pourquoi? Parce que long terme ne porte pas le même affect. Pour l'un, il évoque construction, croissance, cohérence. Pour l'autre, il évoque peut-être attente stérile, fatigue, promesse incertaine. Et cette différence change immédiatement la force du désir. Encore un point très fin. Le milieu ne façonne pas seulement les idées que tu acceptes. Il façonne les idées que tu rejettes spontanément. Exemple. Certaines personnes rejettent immédiatement certaines formes de liberté. Pas forcément parce qu'elles les ont vraiment examinées, mais parce que ces formes déclenchent aussitôt étrangeté, gêne, sentiment de décalage.
Légère menace identitaire. Et cette réaction suffit souvent à fermer la porte. Spinoza ne dirait pas forcément « tu as tort ». Il dirait « regarde l'affect qui accompagne cette idée ». Car c'est souvent lui qui décide avant le raisonnement. Encore plus concret. Tu peux croire que tu es en train de juger objectivement. Mais il se peut qu'en réalité tu sois surtout en train de sentir. Cela m'élargit. Ou, cela me contracte. Et cette contraction peut être interprétée comme une objection rationnelle. Voilà une illusion très profonde. Tu crois parfois penser contre une idée. Mais parfois, tu réagis seulement contre l'affect qu'elle provoque. Encore plus précis. Ton environnement t'apprend aussi ce qui mérite confiance. C'est énorme. Certaines personnes accordent facilement du crédit à l'ouverture, la nouveauté, l'expérimentation. D'autres accordent plus spontanément du crédit à la prudence, le connu, le déjà validé. Aucun de ces mouvements n'est purement abstrait. Ils sont nourris par une histoire affective. Encore un exemple très concret. Quelqu'un a souvent vu que le risque coûtait cher. Alors même une possibilité raisonnable portera déjà une légère ombre. À l'inverse, quelqu'un qui a souvent vécu des élargissements portera plus naturellement vers l'essai. Spinoza dirait « Les affections passées composent le présent ». Encore un point décisif. Voilà pourquoi il est si difficile de transmettre une idée à quelqu'un qui n'a pas encore les affects correspondants. Tu peux parler avec précision, avec logique, avec vérité, et pourtant, rien ne bouge. Non parce que l'autre refuse forcément, mais parce que la phrase n'entre pas encore dans un terrain où elle peut devenir force. C'est profondément spinoziste. Comprendre ne suffit pas toujours. Il faut aussi qu'une certaine puissance intérieure puisse accueillir ce qui est compris. Et pendant que tu crois parfois simplement juger ce qui est réaliste, crédible, faisable ou digne d'être poursuivi, il se peut qu'une partie bien plus ancienne de toi soit déjà en train de filtrer les idées, de mesurer leur poids, d'autoriser certaines perspectives et d'en affaiblir d'autres. Selon un paysage affectif lentement construit par ton environnement, bien avant que tu appelles cela ton opinion. Parce que chez Baruch Spinoza, il y a encore une précision essentielle. Ton environnement ne décide pas seulement ce qui te paraît crédible. Il décide aussi ce qui, en toi, reçoit de la permission. Cela paraît discret, mais c'est immense. Dans Éthique, Spinoza ne parle pas de permission au sens moderne. Mais toute sa logique montre qu'un être se déploie selon les causes qui augmentent ou diminuent sa puissance. Autrement dit, certaines parties de toi reçoivent de l'espace. D'autres apprennent à se retenir. Exemple très concret. Un enfant montre très tôt une impulsion. Parler, essayer, prendre sa place, proposer. Que se passe-t-il si, chaque fois, il rencontre surtout interruption, refroidissement, moquerie, indifférence? Peu à peu, quelque chose s'apprend. Pas forcément en pensée. Plus profondément, cette impulsion commence à se lier à un coup. Et ce lien modifie le mouvement futur. Des années plus tard, cette personne peut croire qu'elle est naturellement discrète. Mais peut-être qu'une part de cette discrétion est une puissance qui a appris à se contenir. Encore plus précis, l'environnement distribue silencieusement des permissions affectives. Permission de tenter, se tromper, prendre du temps, vouloir davantage, occuper de l'espace, ne pas savoir immédiatement. Et aussi, parfois, interdiction implicite de tout cela. Personne ne te le dit forcément explicitement. Mais le corps apprend. Exemple concret. Si, dans ton monde, ambition et tension ont souvent été liées, alors vouloir grand peut devenir intérieurement chargé. Pas forcément impossible. Chargé. Tu avances un peu, puis quelque chose freine. Pas toujours une peur claire. Parfois juste une légère contraction. Une impression de dépassement. Comme si une frontière invisible apparaissait. Spinoza dirait, une certaine affection diminue la puissance du passage à l'acte. Encore un point très précis. Ton environnement t'apprend aussi ce que tu peux demander. C'est capital. Certaines personnes demandent naturellement de l'aide, du temps, une précision, une reconnaissance juste. D'autres n'osent presque jamais. Pourquoi? Pas forcément par orgueil, mais parce que demander c'est peut-être lié très tôt à dépendance inconfortable, exposition, refus, dette affective. Et cette histoire continue d'agir. Encore plus concret, tu peux avoir un besoin légitime. Tu le sais, tu le comprends. Mais au moment de l'exprimer, quelque chose bloque. Et tu dis, ce n'est pas grave.
Parfois, ce n'est pas de la simplicité. C'est une ancienne adaptation. Encore plus précis. Le milieu t'apprend aussi quelles émotions peuvent exister publiquement. Exemple. Dans certains environnements, montrer doute, fatigue, tristesse, besoin est permis. Dans d'autres, ces états deviennent rapidement associés à faiblesse, gêne, perte de place. Conséquence. Une partie de toi apprend à ne plus laisser certaines choses monter pleinement. Pas parce qu'elles n'existent pas, parce qu'elles ne reçoivent pas de permission. Et ce qui ne reçoit pas de permission cherche souvent d'autres chemins. Cela ressort parfois sous forme de irritabilité, retrait, rigidité, épuisement diffus. Spinoza dirait, les affects ne disparaissent pas simplement parce qu'on les nie. Ils changent de forme. Encore un exemple très concret. Quelqu'un a appris très tôt que se mettre en avant attire le danger. Alors cette personne développe peut-être compétence, finesse, intelligence réelle. Mais elle laisse souvent ses forces en dessous du seuil visible. Pourquoi? Parce que visibilité et coût ont été liés. Et cette liaison continue de travailler silencieusement. Encore plus précis, ton environnement décide aussi quelle partie de toi reçoivent de la répétition. C'est essentiel. Ce qui est souvent exercé se renforce. Ce qui est souvent retenu s'affaiblit. Exemple, si tu exerces souvent prudence, anticipation, retenue, autocorrection, alors ces voies deviennent rapides, presque naturelles. Mais si tu exerces peu, spontanéité, expansion, affirmation, expérimentation, alors ces voies restent moins accessibles, pas inexistantes, moins disponibles. Spinoza verrait ici un enchaînement très simple. Les causes répétées stabilisent certaines manières d'être affectées et d'agir. Encore plus concret, voilà pourquoi certaines personnes sentent immédiatement ce qu'elles ont le droit d'être. Et d'autres dimensions d'elles-mêmes restent presque silencieuses. Pas parce qu'elles sont absentes, parce qu'elles n'ont pas été nourries. Exemple très direct. Tu peux avoir en toi une capacité d'élan réel. Mais si ton environnement a surtout renforcé la retenue, alors au moment critique, c'est souvent la retenue qui arrive en premier. Non parce qu'elle est plus vraie, parce qu'elle est plus entraînée. Encore un point très fin. Avec le temps, cette distribution de permission devient intérieure. Tu n'as plus besoin que le monde te limite explicitement. Une partie de la limite agit déjà depuis l'intérieur. Tu anticipes, tu te cadres, tu te réduis un peu avant même que quelque chose n'arrive. Et cette autorégulation peut être si ancienne qu'elle te paraît simplement raisonnable. Spinoza demanderait alors, est-ce vraiment la nécessité des choses ou la persistance de certaines affections anciennes? Encore plus précis. C'est aussi pour cela que certaines libertés paraissent étrangement inconfortables, parce qu'elles demandent d'habiter des zones qui n'ont pas reçu de permission stable. Exemple, prendre plus de place, dire non clairement, vouloir davantage, montrer davantage. Tout cela peut être juste, légitime, possible, et pourtant, le corps peut encore hésiter. Pourquoi? Parce qu'une partie de toi n'a pas encore appris affectivement que cet espace est habitable. Et pendant que tu crois parfois manquer simplement d'assurance, d'audace ou de clarté, il se peut qu'une architecture beaucoup plus ancienne soit encore en train de répartir silencieusement ce que tu t'autorises à ressentir, à demander, à montrer, à tenter, à devenir, en donnant spontanément plus de force à ce qui fut longtemps permis, et moins de force à ce qui, autrefois, coûtait trop cher. Et maintenant, chez Baruch Spinoza, tout ce que nous avons traversé commence à se rejoindre. Tu croyais peut-être que ton environnement t'influençait seulement de l'extérieur. Mais ce que montre profondément éthique, c'est autre chose. Le milieu finit par entrer en toi. Il devient manière de sentir, manière d'anticiper, manière de percevoir, manière d'évaluer, manière de te retenir, manière de juger ce qui est possible ou non. Et c'est là le cœur du déterminisme. Tu n'es pas simplement face à un monde extérieur. Une partie du monde extérieur s'est lentement transformée en organisation intérieure. Voilà pourquoi il est si difficile de changer de vie. Parce que changer de vie, ce n'est pas seulement changer d'activité. Ce n'est pas seulement changer d'objectif. Ce n'est pas seulement décider autrement. C'est souvent entrer en conflit avec un ordre ancien devenu intime. Un ordre composé de milliers de causes. Répétition, affect, peurs apprises, permissions implicites, seuil de supportabilité, carte silencieuse du possible. Et ce qui rend cela difficile,
c'est que cet ordre ancien parle avec ta propre voix. Il ne dit pas « Je suis ton passé ». Il dit « Je suis réaliste. Je suis prudent. Je suis comme ça. Ce n'est pas pour moi. » C'est précisément là que la pensée de Spinoza devient redoutable, car elle t'oblige à poser une question que peu de gens osent vraiment affronter. Quand tu dis « je », qui parle exactement? Ton essence, ou l'écho longuement stabilisé de causes anciennes? Et pourtant, c'est ici que quelque chose d'essentiel apparaît. Pour Spinoza, comprendre les causes n'est pas encore la liberté totale, mais c'est le commencement réel de la liberté. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu vois qu'un affect a une histoire, qu'une peur a une chaîne, qu'une limite a une formation, elle cesse d'être pure fatalité. Elle devient intelligible. Et ce qui devient intelligible peut commencer à être déplacé. Pas instantanément, pas magiquement, mais réellement, par de nouvelles rencontres, par de nouveaux affects, par de nouveaux milieux, par des répétitions différentes, par une autre manière d'habiter le possible. Voilà ce que ce chapitre devait te faire sentir. Tu n'es pas seulement celui qui choisit. Tu es aussi celui qui a été formé à choisir d'une certaine manière. Et tant que cette architecture reste invisible, tu risques d'appeler liberté ce qui n'est parfois qu'un prolongement très cohérent de ton environnement. Dans le prochain chapitre, nous irons encore plus loin. Car si ton environnement a modelé ton désir, ton attention, tes seuils, tes permissions et ton sentiment du possible, alors une question devient inévitable. Qui agit vraiment quand tu crois agir? Reviens pour la suite. Parce qu'avec Baruch Spinoza, c'est précisément à cet endroit que la philosophie cesse d'être seulement une réflexion et commence à toucher directement la manière dont tu existes.